On lui a dressé des statues, on a donné son nom à des places, à des écoles. On raconte qu'elle a commandé des armées de cannibales, qu'elle est devenue roi quand on lui refusait le titre de reine. Mais les statues ne disent pas tout. Elles ne disent pas que pour sauver les siens, elle a vendu les autres. Que pour résister à l'esclavage, elle y a participé. Alors, qui était vraiment Zinga Bandé? Une héroïne? Une opportuniste? Une survivante prête à tout? Pour le comprendre, il faut remonter avant elle. Mais, avant de commencer, une précision s'impose. L'histoire de Zinga Bandé nous est parvenue par des voix qui n'étaient pas neutres. Les récits de cannibalisme, de rituels macabres, de pratiques choquantes doivent être pris avec prudence. Ils viennent souvent de plumes hostiles qui cherchaient à justifier la colonisation en déshumanisant ceux qu'ils voulaient conquérir et réduire en esclavage. Cela dit, nous pouvons commencer. Des plateaux fertiles où le bétail paît sous un soleil de plomb. Des forêts denses et impénétrables qui gardent jalousement leurs secrets. Des rivières vastes comme des mers intérieures, le Kwanza et le Congo, qui sont les artères d'un monde que l'Europe n'a pas encore découvert. C'est ici, entre le fleuve et la forêt, que s'épanouissent des royaumes. Le Congo, le Ndongo et le Matamba. Ces royaumes ne sont pas des tribus primitives, ce sont des États organisés. Le Ndongo est divisé en 8 provinces, administrées par des gouverneurs. On y tisse le velours de raffia, on y travaille l'ivoire avec une dextérité qui ferait pâlir les ateliers de Lisbonne. On y extrait le fer des montagnes. Le souverain que l'on appelle le Ngola n'est pas un simple chef de guerre. Il est semi-divin. Il est le point de contact entre les vivants et les ancêtres. C'est de son titre, Ngola, que dérivera plus tard le nom Angola. Ces peuples, les Bundu, ne vivent pas dans un âge d'or naïf. Ils connaissent la guerre. Ils ont des alliances et des rivalités, notamment avec le puissant royaume du Congo au nord. Mais leur monde a un équilibre. Le commerce y est prospère, la justice y est rendue par les chefs locaux, les Soba, et les prêtres, les Nganga, communient avec les esprits de la nature et du lignage. C'est un système qui a tenu debout pendant des siècles. Puis, quelque chose se détraque. Un rouage invisible se brise, venu de l'autre côté de l'océan. Tout change en 1482. Un navigateur portugais, Diogo Cao, dépasse l'embouchure du fleuve Congo. Il est surpris. Il écrit, dans ses carnets, qu'il est ébloui par la beauté du pays et l'élégance de ses habitants. Pendant quelques décennies, les relations sont presque cordiales. Des échanges, des ambassades. Le roi du Congo se convertit même au christianisme, voyant dans cette nouvelle religion un outil politique pour renforcer son pouvoir. Mais le Portugal, lui, a déjà une longueur d'avance. Il a une doctrine, un permis divin. En 1454, le pape Nicolas V a signé un document, une bulle papale. Son nom, Romanus Pontifex. Ce texte autorise le roi du Portugal à envahir, conquérir et réduire en esclavage perpétuel les populations sarrasines et païennes considérées comme ennemies du Christ. C'est un blanc-seing, une autorisation de prédation signée par Dieu lui-même, du moins par son représentant sur terre. Pendant des décennies, cette bulle reste une menace théorique. Puis, au milieu du XVIe siècle, le Portugal fait une découverte qui change tout. Le Brésil. Les plantations de canne à sucre explosent. Elles ont besoin de bras, de millions de bras. Et ces bras, on ne les trouve pas en Europe.
L'intérêt pour les mines d'argent de l'Afrique, qui n'ont jamais vraiment existé, s'évanouit. Le commerce diplomatique devient une perte de temps. Ce qu'ils veulent désormais, c'est l'ivoire noir. C'est le corps humain transformé en marchandise. L'année 1575 marque le basculement. C'est un crève-cœur stratégique pour l'Afrique centrale. Paulo Dias de Novaes, un conquistador, jette les bases d'une ville sur la côte. Il l'appelle Luanda. Ce n'est pas un simple comptoir commercial, c'est une plaie ouverte par où le royaume du Dongo commence à se vider de sa substance. C'est une base militaire. En quelques années, Luanda devient l'un des plus grands centres de la traite négrière du continent. Les Portugais construisent des forts à l'intérieur des terres. Ils lancent des expéditions punitives. Ils rasent des villages. Ils volent le bétail. Et pour compter les morts et prouver leur efficacité au roi Sébastien du Portugal, ils coupent le nez des cadavres. La guerre, ici, n'est pas une affaire de bataille rangée. C'est une guerre d'usure, de terreur, un lent grignotage du territoire et des âmes. C'est alors qu'une nouvelle menace apparaît. Les Imbangala. Des bandes de guerriers nomades, que l'on appelle aussi les Jagas. Ils sont terrifiants. Leur discipline est de fer. Leurs rituels, racontés à voix basse dans les villages, glacent le sang. On murmure qu'ils sont cannibales, qu'ils sacrifient les nouveau-nés pour cimenter leur puissance guerrière. Et les Portugais, avec un cynisme absolu, vont les engager. Les Imbangala deviennent leurs troupes de choc, leurs chiens de guerre lâchés sur le Dongo pour capturer toujours plus d'esclaves. Le Ngola tente de résister, mais le territoire se fragmente. Les chefs locaux, les Soba, ne savent plus à quel seigneur se vouer. Doivent-ils rester loyaux à leur roi divin ou pactiser avec les envahisseurs qui ont des fusils? C'est dans ce monde instable, vers 1582, dans une case à Kabassa, que naît une fille. Une naissance que personne ne remarque. Mais la nature, ce jour-là, semble avoir voulu faire un signe. L'enfant vient au monde avec le cordon ombilical enroulé autour du cou. Dans la culture locale, ce signe est interprété comme présage d'un destin exceptionnel. Dans la langue des Mbundu, le verbe kujinga signifie tordre, enrouler. On l'appellera donc Nzinga. Les sages hochent la tête et disent que l'enfant sera fier, orgueilleux et peut-être doté de dents spirituelles, d'une morsure que le monde craindra. Personne alors ne peut imaginer à quel point ces murmures de vieilles femmes se révéleront prophétiques. Nzinga est une princesse, certes, mais elle est aussi techniquement la fille d'une esclave. Sa mère, Kangelaka Nkombe, était la concubine préférée d'une Ngola Kilwanji Mbande. Pas une épouse issue des grands lignages, une favorite. Une femme dont la position dépend entièrement du désir du souverain et non de la protection d'un clan puissant. Dans la société matrilinéaire des Mbundu, où le pouvoir se transmet par le sang de la mère, cette origine était une tâche, une fragilité structurelle. Zinga aurait dû grandir dans l'ombre, destiné à un mariage arrangé, à une existence de seconde zone. Il n'en fut rien. Nzinga grandit dans le cliquetis des armes et le murmure des conseils. À un âge où les autres fillettes apprennent les danses et les chants, elle apprend le maniement de la hache de combat, l'arme traditionnelle des Mbundu.
Sa dextérité impressionne même les vétérans des campagnes. Elle apprend à monter à cheval et à lire la piste. Elle apprend la danse martiale, une technique utilisée pour enseigner aux guerriers comment esquiver les flèches et manœuvrer agilement au combat. Déjà en 1602, elle prend part à des activités militaires en aidant des seigneurs de guerre révoltés contre l'autorité portugaise. Elle mobilise la résistance alors que les Portugais conquièrent une grande partie du pays. Les missionnaires jésuites viennent à la cour avec leur Bible et leur rosaire, espérant convertir le roi. Le roi les tolère par calcul politique. Mais Nzinga, elle, les écoute. Elle apprend le portugais. Elle apprend à lire leurs livres et à comprendre leur manière de penser. C'est ainsi qu'elle grandit. Les pieds dans la tradition guerrière de son peuple et les yeux fixés sur ce père qui voyait en elle ce que personne d'autre ne voyait. Elle l'observe dans l'exercice de ses fonctions et participe aux rituels importants. Puis, en 1617, le ciel lui tombe sur la tête. Son père meurt. Le système politique des Mbundu était matrilinéaire et hiérarchisé, ce qui rend la succession au trône complexe. Finalement, c'est Ngola Mbandi, frère de Nzinga, qui monte sur le trône. Paranoïaque et craignant pour sa légitimité, le nouveau roi instaure un climat de terreur. Il commence par assassiner la plupart de ses rivaux directs et leurs familles pour sécuriser sa succession. Ensuite, il se tourne vers ses sœurs. Jaloux du charisme de Nzinga, il ordonne l'assassinat de son fils nouveau-né. Ce n'était pas assez. Il fallait qu'elle ne puisse jamais se venger, qu'elle ne puisse jamais fonder une dynastie rivale. Alors, il ordonne la stérilisation forcée de Nzinga et de ses sœurs, Kambu et Fungi, par des méthodes traditionnelles destinées à briser leur corps autant que leur lignée. Elle avait perdu son père. Elle venait de perdre son enfant unique. Et on lui arrachait, par la violence la plus atroce, la possibilité même d'en avoir un autre. Tout cela sur l'ordre de son frère, de celui qui est censé la protéger. Brisé et craignant pour sa vie, Nzinga se réfugie dans le royaume voisin du Matamba. Ngola Mbandi s'enfonce dans le désastre. Les Portugais ne lui laissent aucun répit. Le gouverneur Luis Mendes de Vasconcelos lance une offensive d'une violence inouïe. Les Imbangala, engagés comme mercenaires par les Portugais, ravagent les campagnes avec une sauvagerie méthodique. Ngola Mbandi tente de résister pendant près de 9 ans. Et finalement, la capitale, Kabaza, tombe. La famille royale n'a pas d'autre choix que de fuir, se réfugier sur les îles marécageuses du fleuve Kwanza. Des dizaines de milliers de sujets du Dongo sont emmenés en esclavage. Ngola Mbandi est désormais un roi sans royaume, un chef sans armée, un homme traqué, terrifié et manifestement incompétent. Face à lui, le gouverneur portugais exige la soumission complète. Il veut que le Dongo devienne un État vassal, qu'il paie tribut, qu'il livre ses sujets. C'est dans ce moment de détresse absolue que Ngola Mbandi fait appel à celle qu'il avait martyrisée, à celle dont il avait assassiné l'enfant et dont il a brisé le corps. Pourquoi elle ? Parce que tout le monde sait, dans le royaume, que Nzinga est la seule à avoir l'intelligence, la langue et le cran nécessaires pour affronter les Portugais. Parce que son père l'avait formée pour cela. Parce que malgré tout, elle reste une princesse du sang. Son frère envoie donc des messagers au Matamba pour la demander d'aller négocier la paix à Luanda.
Nzinga accepte de revenir et d'aller négocier. Mais elle pose 2 conditions. D'abord, elle aurait les pleins pouvoirs. Elle ne serait pas une messagère, mais une ambassadrice, une représentante souveraine. Ensuite, elle se ferait baptiser. Parce qu'elle sait que les Portugais sont obsédés par la religion. Pour eux, un baptême est une soumission, une reconnaissance de la supériorité de leur Dieu et de leur civilisation. En proposant elle-même de se faire baptiser, Nzinga leur offre ce qu'ils désirent le plus, une victoire symbolique. Mais elle y voit autre chose. Elle y voit un passeport diplomatique. Une protection. Un moyen de parler d'égal à égal avec des hommes qui ne respectent que ceux qui partagent leur foi. Nous sommes en 1622. Nzinga entre dans Luanda. La ville portuaire est alors un enfer bruissant. Entrepôts, fer, chaînes, cris étouffés. Des milliers d'Africains entassés dans des forts en attendant les navires pour le Brésil. Et au milieu de cela, le palais du gouverneur, Dom João Correia de Sousa, un homme convaincu de sa supériorité raciale et spirituelle. Nzinga ne se présente pas en suppliante. Elle refuse catégoriquement de porter des vêtements européens. Elle arbore les plus beaux tissus de son pays, des plumes, des bijoux d'ivoire et de cuivre. Elle marche entourée d'une suite nombreuse, digne et fière. Elle veut que chaque Portugais qui la croise comprenne une chose. Le Dongo n'est pas une province conquise. C'est une nation qui négocie. La salle d'audience est aménagée selon le protocole colonial. Au centre, un fauteuil richement ouvragé pour le gouverneur. Face à lui, à même le sol, un simple tapis. C'est là que l'on attend que Nzinga s'assoie. S'asseoir par terre, c'est accepter la position du vassal, de celui qui reçoit la loi du maître. C'est un piège protocolaire tendu depuis des siècles dans toutes les cours du monde. Nzinga regarde le tapis. Elle regarde le gouverneur. Elle ne dit rien. Elle fait un geste de la main, à peine perceptible. Une de ses servantes, une femme parmi celles qui l'accompagnent, s'avance. Sans une hésitation, sans un regard pour les Portugais, elle se met à 4 pattes. Nzinga s'assoit sur son dos. Et là, assise sur ce trône de chair et d'os, les yeux plantés dans ceux du gouverneur, elle parle. Ce geste dit tout de Nzinga. L'audace, le sens de la mise en scène, la capacité à retourner une situation d'humiliation en triomphe. Et surtout, il dit la relation qu'elle entretient avec son propre peuple. Cette servante n'est pas une victime. Elle est une complice de ce même théâtre politique. Elle porte sa princesse, littéralement, pour qu'elle puisse porter à son tour le royaume. Elle dit, sans un mot, l'essentiel. Vous avez l'armée, les canons, la ville. Mais vous ne me possédez pas. Vous ne me dominez pas. Nous négocions ou nous ne négocions pas. Mais je ne me soumets pas. Pendant des heures, Nzinga négocie. Elle parle un portugais parfait, appris dans son enfance auprès des jésuites. Elle cite les traités, elle retourne les arguments, elle flatte quand il faut flatter, elle menace quand il faut menacer. Elle obtient ce qu'elle est venue chercher. Le retrait partiel des troupes portugaises du fort d'Ambaka, la reconnaissance d'une trêve et la promesse que le Dongo ne paiera pas de tribut. Pour sceller l'accord, elle accepte le baptême. La voilà Dona Ana de Sousa. Le gouverneur lui-même est son parrain. Les cloches de Luanda sonnent pour célébrer la conversion de la princesse sauvage. Les Portugais se frottent les mains. Ils croient avoir gagné. Ils croient avoir mis un collier spirituel au cou de cette femme dangereuse. Ils n'ont rien compris. Nzinga rentre au Dongo. Elle a réussi.
Elle a sauvé son royaume. Mais à son retour, elle trouve un frère plus jaloux que jamais. Golam Bandi regarde cette sœur qui a réussi là où lui a échoué. Il voit la popularité qu'elle a gagnée. Il voit les regards des chefs Soba qui se tournent vers elle. La paranoïa le ronge. Plus tard, en 1624, Golam Bandi meurt dans des circonstances mystérieuses. Officiellement par suicide, bien que des rumeurs d'empoisonnement par Nzinga circulent. L'héritier légitime est le fils de Ngolam Bandi, un enfant de 7 ans. Nzinga devient d'abord régente pour son neveu, puis prend progressivement le pouvoir total. Elle s'empare d'abord des misétés, les reliquaires royaux qui contiennent les ossements des ancêtres. Chez les Mbundu, ces objets sont la source même de la légitimité. Celui qui les détient le pouvoir spirituel et donc le pouvoir politique. Elle organise des funérailles grandioses pour son frère, respectant la tradition en apparence. Mais en réalité, elle utilise cette cérémonie pour s'imposer comme la seule héritière, la seule capable de protéger le pays. Puis, elle prononce les mots qui font l'effet d'une bombe. Elle prend le titre de Ngola. Pas de reine, pas de régente. Ngola, roi, le titre des hommes. Le titre que personne n'avait jamais imaginé voir porté par une femme. Dans ce geste, il y a tout un programme. Nzinga ne demande pas la permission. Elle ne réclame pas une exception. Elle dit « Le pouvoir n'a pas de sexe. Le pouvoir est ce que j'en fais. Si je commande des armées, si je détiens les reliques, et si je négocie avec les empires, alors je suis le roi. » Cette ascension déclenche une vive opposition au sein de la noblesse du Dongo. La tradition Bundu n'autorise pas les femmes à régner. Ses rivaux contestent son droit au trône car elle est la fille d'une concubine esclave et non d'une épouse noble, ce qui l'exclut techniquement des lignages éligibles selon le Conseil des Anciens. Elle réfute ces arguments en insistant sur sa descendance directe du 8e roi par son père, contrairement à ses rivaux. Elle s'appuie sur le soutien des esclaves palatiaux et de la garde royale pour maintenir son autorité par la force. Maintenant qu'elle est au pouvoir, Nzinga tente d'abord de faire respecter le traité de paix de 1622. Mais les relations avec Luanda se dégradent rapidement sous le nouveau gouverneur, Fernão de Souza. Celui-ci exige que Nzinga devienne vassal du roi du Portugal et paie un tribut annuel d'esclaves. Elle refuse catégoriquement, affirmant qu'un peuple libre ne doit pas se soumettre. Avec l'aide d'opposants internes, les Portugais déclarent le trône vacant et veulent y installer un de ses rivaux comme le souverain légitime. Un noble du nom de Hari Kiluanje. Un roi fantoche, vassal, tributaire. Ils espèrent la faire disparaître et par la suite que les chefs traditionnels se rallieront à cet homme de paille. Les Portugais ne respectent donc pas le traité et déclarent la guerre à Nzinga. Après plusieurs batailles, elle subit une défaite et est contrainte de se retirer sur les îles du fleuve Kwanza. Mais elle n'a pas dit son dernier mot. Elle encourage les esclaves des plantations portugaises à s'enfuir pour rejoindre son armée, ce qui paralyse l'économie coloniale. Malgré tout, elle est rapidement débordée par les forces coloniales aidées par ses opposants internes. Elle se replie alors vers l'est du Dongo. En novembre 1627, elle revient avec une armée renforcée et reprend le bastion de la Kwanza. Victoire qui met Ngola Hari en fuite.
Vers 1629, les Portugais lancent une nouvelle attaque massive. Zinga est défaite à Ngangela et ses sœurs Kambu et Fungi sont capturées. Elle comprend alors que les structures militaires traditionnelles des Bundu ne suffisent plus à contrer la puissance coloniale. La suite est plus sombre, plus ambiguë. Mais avant de plonger dans l'alliance avec les monstres, prenez une seconde, abonnez-vous. Pour ne rien manquer de nos histoires sur Tarico. N'oubliez pas de liker et partager. C'est fait, on continue. Pour survivre, pour vaincre, Nzinga va devoir se salir les mains. Elle va devoir s'allier avec ceux que tout son peuple considère comme des monstres. Elle sollicite l'alliance des Imbangala. Bien que son père et son frère les aient combattus par le passé, Nzinga voit en eux la force de choc nécessaire pour reconstruire sa puissance. Imaginez le dilemme. Son peuple, les Bundu, a été martyrisé par ses hommes. Les Imbangala sont l'incarnation de la sauvagerie, l'outil même de la destruction du Dongo. S'allier à eux, c'est pactiser avec le diable. C'est trahir la mémoire de tous ceux qui sont tombés sous leurs coups. Mais ne pas s'allier à eux, c'est rester faible. C'est accepter de disparaître. Nzinga fait son choix. Elle envoie des émissaires. Elle propose une alliance. Et pour sceller cette alliance, elle épouse le chef de guerre Imbangala, un homme du nom de Kasanje. Ce mariage n'a rien d'un conte de fées. C'est un contrat de sang. Nzinga ne devient pas une épouse soumise. Elle devient l'égale de Kasanje, une guerrière parmi les guerriers. Et pour être acceptée, pour prouver qu'elle est digne de commander à ces monstres, elle doit se soumettre à leurs lois. Elle doit entrer dans le Quilombo. Le Quilombo. Ce mot, dans la langue des Imbangala, désigne à la fois un camp militaire mobile, une institution sociale et un état d'esprit. Le Quilombo est une communauté fondée non sur la naissance, mais sur l'initiation. Pour y entrer, il faut passer des épreuves. Des épreuves de courage, de violence, d'endurance. Il faut tuer parfois. Il faut manger des choses que la morale ordinaire répugne à nommer. Il faut accepter que la seule loi soit celle du guerrier, que la seule famille soit celle des armes. Zinga accepte tout. Elle se fait oindre du Maji à Samba pour obtenir l'invulnérabilité mystique. Elle participe au rite. Elle manie la hache avec une férocité qui stupéfie même les vétérans Imbangala. Elle devient, aux yeux de ces hommes, l'une des leurs. Mieux, elle devient leur chef. Avec ses nouvelles troupes, ces guerriers déracinés, fanatisés, totalement loyaux à celles qui les mènent au combat et au pillage, Zinga change de stratégie. Elle abandonne la guérilla défensive. Elle passe à l'offensive. Mais pas contre les Portugais, pas tout de suite. Contre un autre royaume, un royaume voisin, plus vulnérable mais stratégiquement vital. Le Matamba. Nous sommes autour de l'année 1631. Le Matamba est un royaume puissant, lui aussi peuplé de Bundu, mais avec une particularité qui va jouer en faveur de Zinga. Il a une tradition de femmes dirigeantes. Là où le Dongo hésite à accepter une reine, le Matamba a déjà connu des souveraines. La reine Mwongo Matamba règne alors, et elle ne se méfie pas assez de cette guerrière venue de l'Ouest. Zinga attaque. Avec ses Imbangala, elle fond sur le Matamba comme une nuée de sauterelles. La résistance est écrasée. La reine Mwongo Matamba est capturée. Nzinga s'empare du trône.
Et là, elle fait preuve d'une intelligence politique stupéfiante. Elle ne gouverne pas en conquérante étrangère. Elle épouse les traditions du Matamba. Elle se présente non comme une usurpatrice, mais comme l'héritière légitime, celle qui vient restaurer l'ordre et la prospérité contre les menaces extérieures. Elle intègre les élites locales à son administration. Elle fait du Matamba sa base, son refuge, son royaume. Mais ce n'est pas un royaume comme les autres. Nzinga transforme le Matamba en un État-forteresse, un sanctuaire armé, une machine de guerre tournée vers un seul objectif: résister au Portugal. Et pour cela, elle invente une politique radicalement nouvelle. Elle ouvre les frontières du Matamba à tous ceux qui fuient les Portugais. Aux esclaves évadés des plantations, elle offre la liberté. Aux soldats africains formés par l'armée coloniale, ceux que l'on appelait les guerreros, elle offre l'asile et une place dans ses troupes. En quelques années, le Matamba devient un aimant pour tous les mécontents, tous les révoltés et tous ceux qui refusent le joug portugais. Nzinga se constitue ainsi une armée de déserteurs, d'évadés, de survivants, des hommes et des femmes qui connaissent les tactiques européennes, qui parlent la langue de l'ennemi et qui ont une raison personnelle de le haïr. Parallèlement, elle prend le contrôle des routes commerciales. Le Matamba est situé sur les axes qui relient l'intérieur du continent à la côte. Nzinga taxe les marchands, détourne les flux d'ivoire et d'esclaves, frappe les Portugais au portefeuille. Elle devient une concurrente économique redoutable. Les caravanes qui veulent atteindre Luanda doivent désormais passer par elle, payer un tribut, négocier. Pendant que les gouverneurs portugais se succèdent à Luanda, impuissant, Nzinga consolide son pouvoir. Et elle le fait à sa manière, avec une subversion des normes qui scandalise et fascine à la fois. Car Nzinga, maintenant qu'elle est roi, ne renonce pas à être femme. Elle utilise son corps, son genre, comme une arme politique supplémentaire. Elle entretient ce que les chroniqueurs européens décrivent avec un mélange d'horreur et de fascination, comme un harem, mais d'hommes. Une pratique que les historiens interprètent aujourd'hui comme une stratégie politique. En inversant les rôles de genre, en se faisant appeler roi et en habillant ses concubins en femmes, Nzinga démontre que le pouvoir n'est pas une question de sexe, mais de volonté. Selon les sources de l'époque, ils étaient plusieurs dizaines, choisis parmi ces guerriers, à la fois amants et gardes du corps. Parallèlement, elle nomme des femmes à des postes clés. Elle crée une garde rapprochée exclusivement féminine. Elle montre à son peuple et à ses ennemis que, sous son règne, la compétence prime sur le genre, que les femmes peuvent commander, se battre et gouverner. Que le Matamba, désormais, est un royaume où l'ordre ancien est inversé. Ses sœurs, Kambu et Fungi, sont toujours captives à Luanda. Malgré sa captivité, Fungi reste fidèle à sa sœur. Profitant de sa position à Luanda, où elle vit sous surveillance portugaise, elle parvient à mettre en place un réseau de communication clandestin. Elle a su se rendre utile. Elle a appris le portugais mieux que quiconque. Elle a séduit, ou du moins s'est rendue indispensable auprès de certains officiers. Elle a tissé un réseau d'informateurs parmi les esclaves de la ville, les serviteurs africains qui travaillent dans les maisons portugaises. Et par des messagers secrets, par des mots codés glissés dans des paniers de nourriture, par des chants qui traversent les murs, elle transmet à sa sœur tout ce qu'elle apprend. Elle transmet à Nzinga des rapports d'intelligence cruciaux concernant les plans militaires portugais, l'arrivée des renforts depuis Lisbonne et les mouvements de troupes. Elle sert également d'intermédiaire pour maintenir les liens entre Nzinga et ses alliés, notamment le royaume du Congo.
Fungi est les yeux et les oreilles de Nzinga à Luanda. Pendant près de 10 ans, au Matamba, Nzinga construit, consolide et attend le bon moment pour revenir. Elle sait que les Portugais ne l'ont pas oublié. Elle sait qu'ils n'abandonneront pas. L'année 1641 s'ouvre sur un rêve pour les Portugais. Leur empire semble inébranlable. Du Brésil à Luanda, de Goa à Lisbonne, leurs navires règnent sur les océans, leurs forts verrouillent les côtes, leurs missionnaires convertissent les âmes. Au comptoir de Luanda, on charge chaque jour des centaines d'esclaves à destination des plantations de canne à sucre. Le sang et le sucre, même consistance. L'Afrique centrale se vide, le Brésil se remplit, et le Portugal empoche la différence. Mais le rêve portugais, cette année-là, va se heurter à un réveil brutal. Une flotte hollandaise apparaît un matin devant Luanda. Les canons portugais, surpris, n'ont pas le temps de tirer. Les soldats hollandais débarquent par milliers, disciplinés et bien équipés. Luanda tombe en quelques jours. Les Portugais se replient en désordre vers l'intérieur des terres, vers leur bastion de Massangano, une forteresse plantée au bord du fleuve Kwanza comme une épine dans le flanc du continent. La Compagnie néerlandaise des Indes occidentales n'a qu'une obsession, briser le monopole portugais. Et pour cela, tous les coups sont permis. Ils n'en sont pas à leur coup d'essai. En 1624, ils ont déjà tenté de prendre Salvador de Bahia, sans succès durable. Dans le Matamba, Nzinga suit ces événements avec une attention et un intérêt particulier. Elle a plus de 50 ans maintenant. Ses cheveux grisonnent peut-être, mais son regard n'a rien perdu de son éclat. Elle voit ce que personne d'autre ne voit encore. Une opportunité historique. Les Hollandais sont protestants, les Portugais sont catholiques. En Europe, ces deux branches du christianisme se déchirent dans des guerres sans fin. Pourquoi cela ne profiterait-il pas à l'Afrique? Les divisions des Blancs deviennent l'arme des Noirs. Nzinga envoie des émissaires aux Hollandais. Elle ne se présente pas comme une suppliante. Elle se présente comme une souveraine, une alliée potentielle. Elle leur dit, en substance, « Vous voulez chasser les Portugais? Moi aussi. Vous voulez contrôler le commerce? Moi aussi. Unissons nos forces. Je connais le terrain, je connais les Portugais. Vous avez les canons et les navires. Ensemble, nous sommes invincibles. » Les Hollandais hésitent. Et il ne faut surtout pas se tromper sur les intentions des Hollandais. Ils ne sont pas mus par un désir de libérer les populations africaines de l'oppression portugaise. Leurs objectifs sont strictement commerciaux et stratégiques. Leur but principal est de détourner à leur profit l'approvisionnement en main-d'œuvre servile nécessaire aux plantations de canne à sucre, notamment celles qu'ils possédaient au Brésil. Ils cherchent également à s'emparer des richesses minières et de l'ivoire de l'Afrique centrale. En privant Lisbonne de ses revenus coloniaux, les Hollandais espèrent asseoir leur domination mondiale sur les mers. De plus, s'allier à cette femme étrange, cette reine guerrière, dont on raconte qu'elle vit avec des cannibales et habille ses amants en femmes, est-ce bien raisonnable? Mais le calcul l'emporte sur les préjugés, car Nzinga contrôle les routes de l'intérieur. Elle a une armée aguerrie. Et surtout, elle hait les Portugais avec une intensité que les Hollandais ne peuvent qu'admirer. L'alliance est scellée. Pour la première fois dans l'histoire de l'Afrique centrale, une puissance africaine et une puissance européenne s'unissent formellement contre une autre puissance européenne. C'est une révolution diplomatique. C'est un coup de maître. Les premiers mois sont difficiles. Il faut coordonner des armées qui n'ont pas la même langue, pas la même tactique, pas la même conception de la guerre. Les Hollandais veulent des batailles rangées, des lignes de mousquets, des fortifications. Nzinga préfère la guérilla, les embuscades, la guerre d'usure. Mais peu à peu, l'alliance se rôde. Des officiers hollandais sont détachés auprès de Nzinga pour former ses troupes au maniement des armes à feu. Des guerriers Imbangala sont intégrés aux opérations hollandaises comme éclaireurs et comme troupes de choc. En 1644, le premier test arrive. Les Portugais, retranchés à Massangano, tentent une sortie.
Ils veulent reprendre le contrôle des routes, briser l'étau qui se resserre autour d'eux. Nzinga les attend à Ngoleme. Cette bataille est une démonstration de force. Les troupes de Nzinga, renforcées par un contingent hollandais, taillent en pièces l'armée portugaise. Les survivants refluent en désordre, laissant derrière eux leurs morts, leurs blessés et une partie de leur artillerie. C'est la première grande victoire de Nzinga sur le champ de bataille. La première fois qu'elle prouve que sa stratégie, son alliance et sa vision sont les bonnes. Mais la guerre ne se gagne pas en un seul combat. Les Portugais, acculés, se replient sur Massangano et attendent. Ils savent que le temps travaille pour eux. Le Brésil est toujours portugais. Les planteurs de sucre ont besoin d'esclaves. Le roi du Portugal ne peut pas abandonner l'Angola. Il décide d'envoyer des renforts. Pendant ce temps, Fungi joue sa partition. Depuis des années, elle transmet des informations vitales. Elle connaît les plans des Portugais avant même qu'ils ne soient exécutés. Elle sait quand une colonne doit partir, par où elle passera, combien d'hommes elle compte. Grâce à elle, Nzinga a pu tendre des embuscades, éviter des pièges, sauver des vies. Et cette fois encore, elle informe sa sœur de l'arrivée des renforts portugais. Nzinga presse donc les Hollandais d'en finir. Elle veut attaquer Massangano, raser ce repère, chasser définitivement les Portugais de ces terres avant l'arrivée des renforts. Mais les Hollandais hésitent. Massangano est bien fortifié. Un siège coûterait cher en hommes et en munitions. Et puis, les Hollandais ont d'autres préoccupations. Au Brésil, la situation se dégrade. Les Portugais, là-bas, contre-attaquent. Il faut envoyer des renforts, des navires, des canons. En 1646, lors de la bataille de Cavanga, les forces de Nzinga sont submergées par les Portugais et les troupes de son rival Ngolahari. Bien qu'ayant l'avantage et malgré le soutien de soldats hollandais et d'armes à feu, les Portugais parviennent à s'emparer de son quilombo. En fouillant le camp, les soldats portugais découvrent les archives privées de la reine. Sous l'autel de la chapelle improvisée du camp, ils trouvent une correspondance secrète. Ces lettres, envoyées par Fungi depuis Luanda, révèlent en détail son rôle d'informatrice et sa coordination directe avec les attaques de sa sœur. Les Portugais comprennent soudain que cette femme silencieuse, cette prisonnière modèle, est en réalité le poison qui coule dans leurs veines. La rage du gouverneur est à la mesure de la trahison. Il se sent humilié, joué, ridicule. La sentence est immédiate, la noyade dans le fleuve Kwanza. Ce choix n'a rien d'anodin. Pour les Bundu, l'eau qui coule emporte tout, y compris l'âme. Un noyé ne reçoit pas de sépulture. Il ne peut pas rejoindre ses ancêtres. En noyant Fungi, les Portugais privent Nzinga de reliques sacrées pour son culte des ancêtres. Quand la nouvelle parvient à Nzinga, le monde s'arrête. Une fois de plus, la mort frappe sa famille. Elle transforme sa douleur en fureur. Nous sommes en 1647. La bataille de Kombi est un chef-d'œuvre tactique. Nzinga combine ses guerriers Imbangala, aguerris au corps à corps, avec les mousquetaires hollandais, experts en tir coordonné. Elle utilise sa connaissance du terrain pour contourner les fortifications, frapper là où l'ennemi ne l'attend pas. Les Portugais, encerclés, dépassés, subissent une défaite cinglante. Des officiers de haut rang sont capturés. Des compagnies entières sont anéanties. Les survivants se barricadent dans ce qui reste du fort de Massangano. Pour la première fois, l'Empire portugais en Angola vacille sur ses bases. Luanda est perdu, Massangano est assiégé, les routes commerciales sont coupées. Et au cœur de ce désastre, il y a une femme, une sauvage, une reine noire que personne n'a jamais prise au sérieux.
En 1648, une flotte apparaît de nouveau à l'horizon de Luanda. Mais ce ne sont pas les renforts hollandais qu'espérait Nzinga. C'est une flotte portugaise. Une flotte venue du Brésil, envoyée par les planteurs de sucre qui ne peuvent pas se passer d'esclaves. Le renfort portugais est là. Les Hollandais, surpris, sous-équipés, paniquent. Ils n'ont pas les moyens de résister à un siège combiné par terre et par mer. En quelques semaines, Luanda tombe de nouveau aux mains des Portugais. Les Hollandais finissent par signer une paix séparée. Ils abandonnent Nzinga sans un regard. La reine du Matamba se retrouve seule. Ses alliés ont fui. Ses troupes sont épuisées. Les Portugais, revigorés par leur victoire, veulent sa tête. Elle doit se replier une fois de plus dans les forêts du Matamba, dans ses montagnes, dans ses marécages. Elle a plus de 60 ans. Ses cheveux sont blancs, son corps porte les stigmates d'une vie de combat et de souffrance. Et pourtant, elle ne plie pas. Car Nzinga a compris quelque chose que ses ennemis n'ont jamais compris. La guerre n'est pas qu'une affaire de bataille. C'est une affaire de volonté. Et sa volonté, à elle, est faite d'un métal que les canons portugais ne peuvent pas percer. Les années qui suivent sont des années de guérilla et d'harcèlement. Nzinga mène ses troupes elle-même, une hache à la main, refusant de vieillir, refusant de céder. Elle attaque les convois, elle brûle les plantations, elle libère les esclaves. Elle est partout et nulle part, insaisissable, indomptable. Elle utilise la guerre psychologique en envoyant des lettres de menaces accompagnées de fétiches traditionnels à ses rivaux et aux généraux portugais. Ces objets, redoutés par les populations locales et mystérieux pour les Européens, instillent une peur profonde et paralysent parfois les initiatives ennemies. Et en fine observatrice, elle choisissait souvent les saisons propices à la malaria pour harceler les troupes portugaises, profitant du fait que les soldats européens sont décimés par des fièvres qu'ils ne savent pas soigner. Les Portugais comprennent qu'ils ne pourront pas vaincre cette femme par la force. Ils ont besoin d'une arme nouvelle. Une arme que Nzinga, malgré toute son intelligence, n'a pas anticipée. Une arme qui porte une robe noire et une croix. Les missionnaires arrivent. Les Portugais, trop compromis, trop haïs, ne peuvent pas négocier directement. Ils envoient des Capucins, des Italiens et des Espagnols. Des hommes d'église qui ne sont pas portugais, qui ne portent pas le poids des massacres passés. Des hommes qui peuvent parler à Nzinga sans éveiller immédiatement sa méfiance. Ces missionnaires apportent des lettres du pape, des lettres qui reconnaissent Nzinga comme une souveraine chrétienne, qui l'appelle ma fille, qui lui promettent la protection de l'Église. Ils lui disent en substance, vous avez été baptisé. Vous êtes Dona Ana de Souza. Pourquoi combattez-vous vos frères chrétiens? Pourquoi ne pas faire la paix? Nzinga les écoute. Elle les reçoit dans sa cour, au milieu de ses guerriers peints et de ses épouses travesties. Elle lit les lettres du pape. Elle soupèse les offres. Elle sait que ses forces déclinent. Elle sait qu'elle a plus de 70 ans. Alors, elle fait ce qu'elle a toujours fait. Elle s'adapte. En 1656, après des années de négociations secrètes, de messagers qui vont et viennent, de missions capucines qui traversent les lignes, un traité est signé. Un traité de paix entre Nzinga Bandé, roi du Matamba, et le royaume du Portugal. Le Portugal reconnaît officiellement Nzinga comme souveraine du Matamba et d'une partie du Ndongo. Il reconnaît son titre, son autorité, son royaume. En échange, Nzinga accepte de rouvrir ses territoires aux marchands portugais, de permettre l'installation de missions capucines et de revenir officiellement au christianisme.
On lui accorde le monopole sur les marchés d'esclaves dans sa capitale, ce qui lui permet d'utiliser les revenus pour acheter des armes, des textiles et des produits de luxe européens comme la soie. Et surtout, elle obtient la libération de sa sœur Kambou, celle que l'on appelle aussi Barbara. Après 27 ans de captivité, Kambou est enfin libre. Puisque Nzinga n'a pas d'enfant, elle prépare Kambou pour sa succession, celle qui régnera après elle et qui perpétuera sa lignée. Nzinga marie Kambou à l'un de ses généraux les plus fidèles, Juan Guterres, pour assurer le soutien de l'armée à la future reine. Les dernières années de Nzinga sont des années de reconstruction. Elle, la guerrière, la reine de fer, se consacre à des tâches plus pacifiques. Elle fait construire des églises. Elle assiste à la messe chaque jour, ostensiblement, avec une ferveur qui étonne ceux qui l'ont connue dans ces années de rébellion. Elle ordonne même la destruction de certains temples traditionnels, allant jusqu'à vendre comme esclaves les prêtres Ganga qui refusent de se soumettre à sa nouvelle politique religieuse. Elle renonce à son harem d'hommes-épouses et épouse son concubin favori lors d'une cérémonie chrétienne. Le christianisme, pour elle, est devenu ce qu'il a toujours été pour les souverains avisés, un outil de gouvernement. Un ciment pour un État qui doit parler le langage de l'Europe. Pour survivre face à l'Europe. Le 17 décembre 1663, Nzinga Mbandé s'éteint. Elle a 81 ans. Une vie d'une longueur exceptionnelle pour une époque où la plupart des gens meurent avant 40 ans. Une vie de combat, de deuil, de stratégie, de victoire et de défaite. Ses funérailles sont à son image, un mélange détonnant de rites chrétiens et de cérémonies traditionnelles. Des prêtres capucins récitent des prières latines pendant que des guerriers Imbangala exécutent des danses rituelles. On brûle de l'encens et on enterre des talismans. On prie le Christ et on invoque les ancêtres. Nzinga, même morte, refuse de choisir. Et au milieu de tout cela, il y a le peuple, les Bundus du Matamba, ceux qu'elle a sauvés des razzias portugaises, ceux qu'elle a accueillis comme réfugiés, ceux qu'elle a nourris pendant les famines. Ils défilent, ils pleurent, ils chantent. Pour eux, Nzinga n'était pas seulement une reine. Elle était la mère de la nation, celle qui avait dit non, celle qui avait tenu tête, celle qui avait prouvé que l'Afrique pouvait résister. Kambou, sa sœur, lui succède. Elle règne sous le nom de Barbara, poursuivant l'œuvre de Nzinga. Le Matamba restera un royaume indépendant pendant encore des décennies, gouverné par des reines et des rois qui marcheront dans les pas de Nzinga. La colonisation portugaise, la vraie, celle qui efface les royaumes et redessine les frontières, n'aura lieu que 2 siècles plus tard, à la fin du 19e siècle, lors du partage de l'Afrique. Mais Nzinga, elle, est déjà entrée dans la légende. Son nom commence à voyager. Il voyage avec les esclaves qu'on emmène au Brésil, dans les cales des navires négriers, dans l'horreur des traversées, dans les plantations de canne à sucre. Les captifs du Dongo et du Matamba se souviennent. Ils se souviennent de la reine qui s'asseyait sur le dos d'une servante, de la reine qui commandait aux cannibales, de la reine qui avait mis les Portugais en déroute. Et ce souvenir, dans l'enfer de la plantation, devient une arme. Une preuve que les Blancs ne sont pas invincibles. Une promesse que la liberté existe, quelque part, même si on ne peut pas l'atteindre. Au Brésil, Nzinga entre dans la légende populaire. Elle devient un personnage des Congada, ces fêtes où les esclaves et leurs descendants couronnent des rois et des reines du Congo, recréant les royautés perdues d'Afrique. Dans les cercles de capoeira, on chante ses louanges, on invoque sa force, on danse pour elle. Dans les terreiros de Candomblé, elle devient une entité, un esprit protecteur, une force de résistance.
Elle n'est plus une femme historique, elle est un mythe. Elle est une déesse. Les féministes, les queers, les penseurs du genre s'emparent d'elle. Cette femme qui s'est proclamée roi, qui a inversé les rôles, devient une icône. Elle prouve que l'identité est une construction, que la liberté consiste aussi à choisir qui l'on est. Mais elle a aussi vendu des esclaves. Beaucoup. Quand elle s'allie aux Hollandais contre les Portugais, cette alliance repose sur le commerce humain. En échange d'armes à feu et d'une assistance militaire, Nzinga met en place un système commercial qui exporte un grand nombre d'esclaves, par an, vers les Hollandais. Ce n'étaient pas des Bundu peut-être, c'étaient des prisonniers de guerre, des rivaux, des voisins, des peuples de l'intérieur, des Africains, tout aussi noirs qu'elle. Alors, que faut-il en penser? D'un côté, Nzinga n'avait pas le choix. Pour résister aux Portugais, il lui fallait des armes. Pour avoir des armes, il lui fallait de l'argent. Et à cette époque, dans cette région, l'argent se faisait avec des esclaves. Elle a joué le jeu du monde tel qu'il était. De l'autre côté, en participant à la traite, en devenant un intermédiaire majeur, elle a contribué au système qu'elle combattait. Elle a protégé les siens, oui, mais au détriment d'autres peuples africains. C'est là que le débat rejoint une question plus large, plus douloureuse. La traite négrière n'a pas été seulement une agression extérieure. Elle a aussi été, en partie, une tragédie intra-africaine. Des royaumes africains ont vendu d'autres Africains. L'Europe a fourni la demande, mais l'offre, souvent, venait de l'intérieur. Certains rejettent toute la faute sur les Européens. D'autres rappellent que des acteurs africains ont aussi participé. Nzinga est au cœur de cette contradiction. Alors, jusqu'où iriez-vous pour rester libre? Jusqu'à pactiser avec le diable? Jusqu'à devenir ce que vous combattez? Jusqu'à sauver les vôtres en sacrifiant d'autres, tout aussi innocents? Jusqu'à renoncer à votre nom, votre genre, votre Dieu? Votre point de vue nous intéresse. Mettez-le en commentaire sous ce podcast. Ce qu'il faut retenir est que Nzinga n'était pas une sainte, elle était une souveraine. Et le métier de souverain, au XVIIe siècle comme aujourd'hui, consiste à faire des choix impossibles. Protéger les siens, parfois au détriment des autres. Survivre, parfois en pactisant avec l'inacceptable. Avancer, même quand le chemin est boueux. Elle nous laisse une dernière vérité, la plus simple, la plus profonde. La liberté ne se donne pas, elle se prend, elle se gagne, mètre par mètre, année après année, corps après corps. Et parfois, pour la garder, il faut accepter de devenir quelqu'un d'autre.